Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis 2008. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou. Puis ça fait longtemps, hein, Jen, qu'on n'a pas sorti d'épisode, alors là, on est super contente de vous retrouver. Et dans cet épisode-ci, on reçoit Guillaume Alain, qui va nous parler de sa relation avec la fluidité. Vous allez voir, c'est une personne qui est extrêmement éloquente, qui a une grande vivacité d'esprit. Ça a été un bonheur là, de l'écouter. Guillaume commence par nous partager que dans un événement, il a vu par hasard une présentatrice qui a nommé son bégaiement au début de sa présentation. Là, c'était pas toi, Jen, là. Non, c'est ça. C'était pas moi, puis c'était pas un événement qui portait du tout sur le bégaiement. Et pour lui, de voir cette présentatrice-là qui bégait, ça a été un moment marquant, et c'est le point de départ de notre conversation sur l'image de soi comme communicatrice. Je suis un podcast créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, mais merci d'être là et de nous suivre. Bonne écoute! Bonjour, chers auditeurs, je m'appelle Guillaume, puis c'est moi l'invité dans cet épisode. Mais vu qu'on choisissait un titre qui est une référence que peut-être pas tous et toutes connaissent, je m'improvise un petit préambule pour m'expliquer. Comme Québécois, je manque souvent de références populaires récentes, mais parmi les grands classiques dont j'ai souvent entendu parler, il y a un numéro par l'humoriste Yvon Deschamps, Les unions, qu'est-ce que ça donne? En français international, ça serait peut-être plus Les syndicats, qu'est-ce que ça donne? Ou Les syndicats, à quoi bon? L'humoriste incarne dans son numéro un ouvrier qui agit naïvement et joyeusement contre son propre intérêt en servant son patron d'usine. Il raconte mille et une façons dont son patron prend soin de lui, mais toutes sont des manières perverses de se faire exploiter davantage. Donc, la fluidité, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu moi qui s'amuse avec la remise en question de l'impératif de fluidité, parce que c'est un thème persistant à travers cet épisode. C'est facile de se faire avoir par l'objectif d'être fluide, de pas commander ce qu'on veut au resto, de pas se présenter comme on a envie parce qu'on a peur d'accrocher sur ses mots, d'éviter d'utiliser les bons termes techniques, même quand on les connaît, ou même de limiter son choix de carrière, juste dans le but d'être fluide. Ou pire, s'imaginer qu'on a moins de valeur parce qu'on bégaye, puis d'avoir à se construire son identité de soi avec des systèmes pour compenser cette espèce de péché originel, comme si ça pouvait balancer l'équation en ayant des bonnes notes scolaires ou d'autres accomplissements reconnus. Bref, la fluidité, qu'est-ce que ça donne? Salut Judith! Hey, salut Jen! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Guillaume à Alain, qui est une personne qui bégaye. Salut Guillaume! Bonjour! Comment tu vas, Guillaume? Ça va bien, ça va bien. Je suis un peu nerveux d'être ici, là, mais ça va bien. Je m'appelle Guillaume, je suis chercheur en intelligence artificielle. Je travaille à l'Institut Mila, qui est un institut à Montréal qui a comme figure de proue le chercheur Yoshua Bengio. Et puis, en général, j'aide les chercheurs à bien faire leurs expériences en IA, puis à utiliser les ressources de calcul qui sont mises à leur disposition. Puis oui, je bégaye. Mais merci d'être là, Guillaume, vraiment. Oui. Merci d'être là. C'est cool aussi le travail que tu fais. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un dans le domaine là, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment chouette. Puis pour juste situer un petit peu nos auditeurs, auditrices, on s'est rencontrés au Congrès canadien de la CSA, la Canadian Stuttering Association, ou l'Association canadienne en bégaiement. Oui, ce sera ça, la traduction. Donc en novembre 2024, on s'est rencontrés là. Fait que, toi aussi, Jen, hein? Tu as rencontré Guillaume à ce moment-là.
Oui, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Puis c'était au moment où Judith puis moi, on donnait une présentation sur l'auto-stigmatisation et la stigmatisation du bégaiement. Puis Guillaume, t'étais là dans la première rangée, je pense. Ben oui, je me suis placé proche, Oui. cette affaire-là, tant qu'elle est là. Parce que je connaissais votre podcast depuis un mois ou deux, peut-être. Fait qu'il y avait une petite partie de moi qui était starstruck, là. Ah, Mais Merci. merci beaucoup de dire ça. Ça nous touche vraiment. Puis ça... Ben, je pense qu'on aura l'occasion de reparler du podcast dans notre conversation, parce que c'est... Mhm. De ce que tu nous as partagé hors onde, c'est une des choses parmi tant d'autres là, qui t'ont fait cheminer. Puis la raison pour laquelle on avait très envie de te recevoir, c'est que depuis notre rencontre, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, autant toi et moi que toi et Judith. Puis tu m'avais partagé une expérience que tu avais vécue dans un congrès sur l'intelligence artificielle, fait que sur un congrès lié à ton travail où tu avais vu une conférencière à annoncer son bégaiement. Puis je me rappelle que pour moi, c'est comme... Ben, ça faisait quelques semaines que j'étais comme « Ah, ça serait vraiment chouette que Guillaume vienne au podcast. » Puis quand tu m'as partagé ça, ça a tout de suite comme la pensée dans ma tête de « Faut que Guillaume vienne nous parler. » C'est un peu... pas grâce à ça, mais bref, c'est ce partage-là qui m'avait incité. Ouais, veux-tu juste raconter cette anecdote-là? Ouais. Guillaume, veux-tu la raconter? Puis après ça, on partira avec un autre Oui. sujet. C'est arrivé il y a 2 mois à peu près. C'est une conférence qui s'appelle DRI Connect. Donc, au Canada, il s'adonne qu'il y a un organisme qui gère les ressources de calcul pour les chercheurs. C'est l'Alliance de recherche numérique du Canada. Il me manque une lettre. Enfin, ils ont un congrès parce que c'est un organisme qui est à la grandeur du pays. Et puis, ce congrès-là a lieu à chaque année. Puis, il invite ces personnes-là qui ne se voient pas souvent pour qu'ils se parlent. Puis donc, la première conférencière que j'ai vue de cette... la première conférence que j'ai vue de cette journée-là, la première présentation, la conférencière qui parlait devant une foule de 300 personnes qui l'avaient peut-être connue à travers des courriels ou peut-être pas vraiment, mais qui l'avaient peut-être jamais vue en personne, elle a commencé en déclarant qu'elle bégayait, puis que si elle coinçait sur un mot, c'est pas parce qu'elle était gênée, c'est pas parce qu'elle connaissait pas son sujet, c'est parce qu'elle bégayait. Puis ensuite, prochaine phrase, ça a commencé, puis elle a parlé pendant sa présentation durait une demi-heure, je pense. Puis elle a comme bloqué à comme 4 endroits. Puis l'affaire, c'est que je trouvais ça tellement spécial parce que je me suis dit, au moins, elle n'est pas en train d'essayer de faire semblant, tu sais, de masquer ça avec « oups, je cherche mes... » Tu sais, il y a toutes sortes de manières de masquer le fait qu'on coince sur un mot. Puis, elle l'a pas fait. Elle a juste dit ces mots. Puis, j'étais capable de voir c'était quoi le pattern de mots qui était plus dur pour elle. Je pense que c'est des mots qui commencent par M. Mais, puis, j'étais impressionné parce que, en fait, ça... C'était un bel exemple de qu'est-ce que j'entendais dans votre podcast puis ailleurs par rapport au fait qu'on peut bégayer, l'assumer, le déclarer, puis que c'est une manière de le vivre qui est plus saine que de faire une espèce d'acte de masquer et puis utiliser les mauvais mots, plutôt que les bons termes, puis en tout cas, donc j'étais impressionné par cette démo-là. Exact. Là, ouais. Exact. Sa démonstration était très bonne. Puis en plus, ce qui s'est passé, c'est que cette journée-là, j'ai rencontré d'autres personnes, puis j'ai été parler avec une autre chercheuse qui
Elle faisait de la gestion de sources de données pour les chercheurs, comment on étiquette tout, s'il y a quelqu'un qui veut, genre, les données sur les populations de saumon au Canada, où est-ce que tu vas chercher ça? Ben, elle travaille dans la gestion de tout ça. Puis donc, j'ai parlé avec elle pendant 1 heure, puis j'ai bloqué sur plein de mots. Puis l'affaire, c'est que le fait que la conférencière, le matin même, avait parlé de son bégaiement, ça m'a donné plus d'aise, si on veut, à bégayer en parlant avec cette autre personne-là, parce que je savais que cette autre personne-là était présente pour cette première présentation-là. Fait qu'à moins qu'elle écoutait vraiment pas, elle est familière avec ce principe-là. C'est ça, elle avait entendu l'autre dire exact. Le bégaiement. Ouais, exact. C'est ça, elle avait entendu ça. Exact. Puis ben pour moi, c'est devenu un peu un exemple de comment est-ce que, hey, moi aussi, je pourrais être comme elle, là. Moi aussi, je pourrais le déclarer puis rendre ça facile pour une autre personne. Fait que je trouve que ça se... Ben oui. Ouais. Par effet de... Ben oui, c'est ça. Que dans le fond, le comportement qu'elle a eu, c'est un effet positif sur toi, donc peut-être sur d'autres personnes aussi dans l'assistance, possiblement, en fait. Parce qu'on sait que le bégaiement, tu sais, que les gens qui cachent leur bégaiement, ça peut monter jusqu'à 3-4% de la population, selon certaines études, là. Tu sais, c'est quand même beaucoup de gens, là, qui peuvent, bégayer ouvertement, mais aussi bégayer de manière cachée, ne pas parler ou utiliser toutes les stratégies d'évitement là, dont tu parlais. Donc, par cette... T'es très altruiste, Guillaume, dans ta façon de voir aussi ça. C'est beau, là. De le faire, là. Mais ouais, merci pour ça. C'est ça, c'est super. Je pense que, tu sais, le fait de voir ça, là, dans des conférences, ça veut dire que, OK, les choses bougent peut-être. Il y a plus de gens qui en parlent. Puis bon, ben, tant mieux, tu sais. On espère ça pour le monde, là, tu sais, pour la société. Puis tu... oui, vas-y donc, Jen. Ben, t'étais allé lui parler après à cette conférence-là? Oui, absolument. Ben, à la fin de chaque présentation, il y a toujours la dynamique un peu de comme aller voir la personne puis dire « Ah, moi aussi je travaille sur ci, je travaille sur ça. Ah, moi aussi je fais du tel truc. » Puis là, j'ai été la voir. J'ai attendu, puis j'ai dit « Bonjour, moi aussi je bégaye. » Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Elle a dit genre « Ah ouais! » Puis en tout cas, puis là, on a parlé de ça. C'est cool! Puis là, ben, à un moment donné, ben, on avait faim, là, parce qu'il commençait à être un peu tard. Puis là, genre... ouais, ça, je l'ai pas encore revu. Elle connaissait pas votre podcast encore, mais maintenant, elle le connaît, je pense bien, parce que je lui ai mentionné. Puis, ouais, c'est ça, c'était juste... Puis aussi, ce qui était bizarre, c'est que c'est comme si, en lui parlant, il fallait que je bégaye, parce que si je bégayais pas, c'est comme si j'avais pas de street cred. Tu sais, genre, je vais avoir... Moi aussi, je bégaye, puis là, je suis fluide, puis là, c'est comme... Tu me niaises, là. C'est pas crédible. Fait que j'étais comme stressé parce qu'il fallait que je bégaye plutôt que parce que j'essayais de le masquer. Fait que c'était juste un peu bizarre, là. C'est drôle. Je vois exactement ce que tu veux dire. Comme toute cette négociation de l'image de soi, là. Ah, là, je viens de dire que je bégayais, fait qu'il faudrait bien que je bégayais plus. Je bégayais plus assez. Ah, là, je bégayais trop. Ah, là, là, j'ai l'air de telle affaire. Comme, c'est quelque chose que quand on bégayait, souvent, on est comme hyper alerte de ces... de notre image de nous-mêmes comme communicateurs. Puis ça me fait penser, c'était un peu cette idée-là qu'on avait pour notre conversation, là, de parler de l'image de soi comme personne qui bégait, comment on se perçoit, comment les autres nous ont perçus, comment notre famille aussi. Puis une des questions qu'on avait envie de te poser, c'était justement, tu sais, toi, comme personne qui bégait, quand tu repenses à ton enfance, à tes premières années comme communicateur, comment toi, tu te percevais toi-même, puis comment tu sentais que les autres te percevaient avec le bégaiement? Ben, ce qui est... Là, je pense qu'en général, les choses se sont bien passées. Je pense que le fait que l'école était facile pour moi, ça l'a fait que j'ai pu, si on veut, me sentir valorisé par le fait que j'avais des bonnes notes,
qui renforçait cette idée-là que j'étais bon, j'étais intelligent, j'étais ci, j'étais ça. S'il avait fallu que l'école soit difficile pour moi, pour toutes sortes de raisons, hein, soit parce que être assis, c'est pas toujours facile pour un enfant, là. C'est vrai, ça. Puis ben, si le milieu à la maison avait pas été bon, ça aurait été pire, là. Peut-être que j'aurais pas pu me réconforter en disant genre tu bégayes, t'es pas capable de parler, mais au moins t'es intelligent, comme le démontre tes A. En tout cas. Tes notes, oui, tes excellentes notes à l'école, oui. Oui, c'est ça. Fait que je pense que je me réconfortais un peu de même, mais c'est clair que j'avais une honte un peu par rapport au fait que je pouvais pas parler de manière fluide. Je me demandais aussi, tu sais, c'est quoi que les autres pensaient de moi, comment ils vivaient ça. Pour moi, c'était comme... Ça m'est arrivé de penser un peu genre... Je veux pas dire pourquoi les autres ils font semblant que c'est normal, pourquoi les autres ils font semblant que c'est correct, là. Genre, quand j'étais plus jeune, pour les présentations orales, j'avais des B ou des C, puis je me disais genre, OK, le prof fait semblant, genre, OK, on m'a donné un C, mais c'est juste parce qu'on peut pas mettre un genre F-, parce que comme clairement j'arrive devant puis c'est un fiasco, puis F pour fiasco, là, mais comme en quelque part... Dans ta perception à toi, là. Dans ma perception à moi, mais... exact. Parce que dans les faits, il était en train de demander à un éléphant de sauter, puis ben c'est pas fair de l'évaluer pour ça, parce qu'il est pas capable. Fait que c'est sûr que moi, j'allais devant, puis je pensais que je méritais un F, puis qu'on me donnait poliment un C, mais comme... Dans les faits, c'était juste un test que j'aurais, je sais pas dû faire, mais comme... Enfin, mais... ouais, tu sentais qu'il y avait trop de bégaiement, donc tu méritais pas... Tu trouvais que c'est ça, c'était pas la note que tu méritais. Parce que ça fait pas sérieux, que c'est n'importe quoi. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Puis, mais c'est ça, dans mais la je me fluidité, réconfortais. tu veux dire, parce que c'est ça, c'est vraiment comme dans la façon de dire les mots, c'est ça, dans la fluidité. Ben, j'associais vraiment fluidité à qualité de qu'est-ce que je disais, peut-être, qualité de la performance, ce qui est vraiment pas vrai. C'est possible d'être pas tellement fluide, mais d'être drôle, d'être intelligent, d'avoir des propos très pertinents, mais de bégayer pareil. Tu sais, c'est pas... mais je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais plus de difficultés avec ça parce que c'est quelque chose qui se vivait à chaque jour, là. À l'école, genre, quand dans le cours de français, il fallait qu'on lise un texte, puis chaque personne devait lire une phrase ou deux. Je passais 1 heure à comme calculer le paragraphe que j'allais lire. Moi, ça allait être quoi? Puis comme aller en reculant, puis être stressé, puis 1 heure de torture pour rien. Oui, je l'entends tellement souvent, moi, des adultes, là, qui se rappellent, en fait, souvent, ça, je l'ai déjà dit, je pense, dans un autre épisode là, de Je suis un podcast, mais il y en a des adultes que c'est leur premier souvenir de bégaiement plus clair, là, à l'école primaire, où ils devaient lire, où il ou elle devait lire devant la classe, et ils se souvenaient du stress que qu'ils ressentaient, là, à cause de ça, puis de calculer, c'est quand je vais parler, c'est quoi, d'essayer de faire la phrase dans sa tête pour, tu sais, essayer de se pratiquer un peu avant de le dire. Ah ouais, c'est stressant. Puis dans ta famille, par Guillaume, rapport à ça aussi... Ah ben vas-y. Oui, c'est ça, justement, j'allais remettre ouais, t'allais... OK. Dans ma famille, je pense que ce qui se passait un peu, c'est que... Puis il y a une chose que j'avais mal saisie. Je pensais que c'était quelque chose qui était tabou, un peu. Genre, on n'en parle pas. Guillaume bégaye, puis on n'en parle pas. On fait semblant qu'il ne s'est rien passé, quoi, là. Puis, ben, dans la perspective de venir à ce podcast, j'en ai reparlé à mes parents la semaine passée en leur demandant, genre, est-ce que c'était tabou? Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai cru ça? Est-ce que vous renforciez ça? Puis, ben, ce qu'ils m'ont dit, c'est que l'orthophoniste que j'avais vu quand j'avais 5 ans, avec qui ils avaient parlé, leur avait recommandé de juste rien faire. De certainement pas finir mes mots ou mes phrases, mais de juste faire comme si c'était rien passé, quoi. Puis, ben, faire comme s'il n'y avait pas de bégaiement. Faire comme s'il y avait, c'est ça. Comme si ça avait été parfaitement fluide. Comme s'il vient de rien se
se passer, quoi. Puis l'exemple que j'ai toujours en tête pour ça, c'est dans Star Wars épisode 4, si vous connaissez bien le film, là, dans la cantine, à un moment donné, au début, il y a plein de monstres partout, puis en tout cas, Obi-Wan puis Luke vont se chercher un drink pour se trouver un pilote. Et puis, Luke se fait aborder par un méchant, là, par une grosse bête, en tout cas. Puis, Luke cherche pas le trouble, mais le méchant, il le cherche. Puis, un moment donné, ça l'éclate en bataille, quoi. Obi-Wan sort son sabre, puis il coupe le bras de l'autre. La bataille se passe en 1 seconde. C'est un flash, il y a un bras qui tombe, le fusil revole, il y a du sang à terre, la musique coupe, les gens se regardent, c'est calme. Ensuite, ça reprend. La musique reprend. Puis c'est vraiment comme si c'était rien passé. Comme si c'était rien passé. Puis, c'est un truc de film de cowboy aussi, là, genre des cowboys au bar. Ouais, un moment donné, il y en a un qui tire l'autre. Puis là, le pianiste s'arrête. La salle fige. Le pianiste, il repart. C'est vrai. C'est comme ça. C'est vrai. Oh my God, c'est beau. J'adore cette comparaison. Ouais, faut dire que Guillaume est très fort en métaphore et tout. Ça va être magnifique comme épisode. On le savait. On le savait, c'est pas... Puis, ben, je pense que c'était un peu ça qui se passait quand j'avais des moments de non-fluidité, là. Je bloquais sur un certain mot, je faisais plein de faces, j'étais vraiment pris. Puis, les gens se taisaient, ils me laissaient faire. Puis ensuite, ça recommençait, puis c'était leur tour, puis ils parlaient comme si c'était rien passé. Comme si je venais pas de coincer pendant 10 secondes sur un mot en faisant plein de faces bizarres, puis c'était... Puis je trouvais que c'était comme un peu surréel, l'idée que genre, what the fuck, ils vont pas... Pardon, je peux peut-être pas dire ça, mais comme... oui. Mon doux Seigneur... What the fuck? Mon doux Seigneur! Mon Dieu, réagir! Ne se rendre donc pas compte de ce qui vient de se produire, quoi. Puis, ben oui, il s'en rendait compte, mais c'est juste il s'était fait dire que la chose correcte à faire, c'était de juste laisser ça, puis faire comme si c'était pas un problème. Puis je pense qu'effectivement, c'est la chose correcte. C'est juste que ce que l'orthophoniste aurait dû dire à mes parents, c'est que ça aurait probablement pris de l'espace pour que j'en parle, pour que, pas à ce moment-là, mais que je puisse un peu parler de comment je vivais ça, comment est-ce que à l'école faire des présentations orales, c'était l'enfer. Puis ça, ben on n'en parlait pas vraiment. Fait que je pense que le premier conseil était bon. De pas terminer les phrases et tout, là. Exact, me laisser faire, puis faire comme si, te laisser parler, si de rien n'était. Mais il manquait la partie 2 qui était comme encadrer l'enfant mieux pour que l'enfant puisse parler de cette expérience-là, de commencer, puis de je sais pas trop quoi. Fait que... Ouais, parce que des fois, quand on n'en parle pas, ça veut comme dire un peu qu'on le valide pas, on le veut pas aussi. Il y a un petit peu ça, non? Caché en dessous. On n'en parle pas, donc on le veut pas. Je trouve quand même qu'il y a ça, tu sais, versus si, c'est ça, si c'est un sujet qui est plus ouvert, de dire « Ah, comment t'as trouvé ça aujourd'hui? » Dire les mots, des fois, c'est plus dur, mais ça se peut. Ou tu sais, en tant qu'enfant, là, ce que parent peut dire, disons. Des fois, de pas en parler du tout. Mais je comprends, là, puis on juge pas du tout, hein, parce qu'il y a plein de familles qui sont encore aujourd'hui, je suis certaine, dans cette situation-là, de pas en parler, tout ça. Donc, tu sais, on juge pas du tout. Mais quand même, il faut comprendre l'espèce de message sous-jacent, je trouve, de on n'en parle pas, c'est comme si c'est pas là, puis c'est comme si c'est pas bien vu, un peu, c'est pas bienvenu. Mais c'est, je pense, tu sais, oui. Je pense comme quand le sujet est ouvert, puis comme que périodiquement, on le réouvre pour voir, tu sais, est-ce que l'enfant se prive d'en parler, est-ce qu'il est conscient qu'il peut en parler, est-ce que... C'est ça. Puis c'est une chose quand quelqu'un, tu sais, mettons que tu bégayes pendant longtemps, là, pendant 10-15 secondes, tu sens dans ton corps, c'est impossible que ça sorte, t'es un enfant, tu sais pas trop. T'sais, comme c'est une chose quand quelqu'un fait rien, puis te regarde pas. Tu sais, comme, il y a tout le non-verbal de la personne aussi, que t'es comme, OK, est-ce qu'il fait rien parce qu'il veut pas que ça arrive, versus quelqu'un qui te regarde,
comme, tu sais, qui continue de te regarder, qui est présent, qui a de la chaleur dans ses yeux. Tu sais, comme il y a la une connexion, différence entre on ça, sent tu sais. que la personne est toujours là. On n'en parle pas, mais c'est ça, parce que des C'est fois, en ça, fait, quand comme on n'en elle parle est pas, là, elle c'est se tabou. coupe pas, Des fois, ouais. les parents tournent les yeux ou, tu sais, détournent le regard. Ou, je sais pas, là, comment tu l'as vécu, Guillaume, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a quand même Je vais donner un joué. exemple de même, peut-être. Mhm. Quand j'étais en secondaire 1, le prof de français, la première fois qu'elle a donné une présentation orale, donné une présentation orale à faire, elle m'a parlé tout seul, puis elle m'a dit « Guillaume, comment est-ce que tu vis ça, toi? » Puis c'est la seule fois dans toute ma vie où il y a un prof qui m'a demandé comment c'était pour moi, ça. Wow. Puis, On la je dis salue. pas qu'il faudrait que comme toujours ça se passe, je sais pas trop quoi, mais comme c'est un exemple de comment est-ce que parler de ça, c'est pas naturel pour les professeurs, peut-être pour les parents aussi, puis il y a peut-être des moments dans ma vie où est-ce que ça m'aurait fait un peu de bien que dans ma famille, on en parle un peu, mais tu sais, à certains moments, comment est-ce que tu vis ça, toi, tel truc, puis c'est pas qu'on en a jamais parlé, mais je pense que c'est peut-être ça qui a fait que je présumais que c'était tabou un peu, on n'en parle pas, c'était la fréquence très basse de à quel point est-ce qu'on en parlait. Ouais. Puis tu sais aussi, il y a une façon d'en parler de manière très douce, tu sais, des questions ouvertes. Le comment est vraiment super, là. Tu sais, comment ça va? Comment tu trouves ça? Comment aujourd'hui ça a été? Quand t'as parlé, tu sais, versus c'est difficile, hein? Ou c'était pas facile, tu sais, on infère des choses, là, tu sais, la question de comment t'as trouvé ça, tu sais. Mais on la salue, cette prof-là, hein? C'est une belle marque d'ouverture puis d'intérêt envers toi, vraiment. Puis d'empathie, puis de désir que tout se passe mieux, tu sais. Puis c'est chouette que t'en aies parlé à tes parents, vraiment, avant l'épisode. C'est vraiment cool. Puis il y a aussi, tu nous disais avant qu'on enregistre que ton père avait une vision du bégaiement, même encore aujourd'hui, que c'est peut-être relié à la timidité, ou en tout cas qui est vraiment relié à la timidité, à la gêne. Oui, mais c'est parce que j'en avais pas reparlé depuis. C'est parce qu'on s'en parlait pas vraiment, là. C'est pas comme à chaque fois que je le vois, il dit « Puis, la fluidité! » Je dis « Oh, puis je veux dire, c'est pas comme si c'est pas un sujet dont on parle souvent. Fait que peut-être que genre, il a pas tellement réfléchi à cette question-là de est-ce que ça veut dire que c'est de la gêne, de la timidité, là, peut-être que... Puis tu sais, moi-même, pendant à peu près 20 ans, je veux pas dire j'y ai pu repenser, mais comme à un moment donné, dans ma vie, je suis devenu plus fluide, puis j'ai comme mis ça de côté un peu, genre, l'orthophonie, ça m'intéresse plus, je pense que je suis à une place où je suis confortable, fait que ça me convient, quoi. J'ai pas besoin que ce soit, entre guillemets, meilleur ou que ce soit je sais pas trop quoi. Puis, je me suis trompé parce que j'ai donc bien fait de revenir à ce sujet-là, quoi, là. Mais je peux comprendre que mes parents n'aient pas tellement cheminé dans ça depuis 20 ans parce que peut-être qu'ils n'en avaient pas tant besoin, là. Ouais, puis c'est très répandu encore aujourd'hui, hein? C'est vrai que c'est répandu. Vraiment! Ah, tu bégayes, ah, t'es gêné. Ou souvent on entend nerveux aussi, là, ah, t'es nerveux. Ah, c'est à cause de la timidité. Tu sais, tu vas te débarrasser de ta timidité, tu bégayeras plus. On l'entend beaucoup, beaucoup, ça, encore, là. Tu sais, c'est un mythe tenace. Ouais, je sens vraiment que répéter, de défaire ce mythe-là constamment, c'est utile. Tu sais, comme de le préciser d'emblée quand, mettons, dans un document sur le bégaiement ou une conversation quand ça se prête, parce que c'est vraiment commun, comme il y a beaucoup de gens qui bégayent que je connais, ou moi dans ma famille aussi, que comme c'est un préjugé qui persiste, tu sais, puis même des gens qui sont impliqués dans la communauté bègue, que dans un souper, mettons, il y a le conjoint qui dit « Ah ouais, c'est pas... » psychologique, le bégaiement. Tu sais, c'est pas rare que ça arrive. Fait que, tu sais, même des gens qui ont un conjoint qui bégaye, que le conjoint ou la conjointe s'implique dans la communauté, qui, tu sais, que cette idée-là est encore très forte, très répandue.
Ouais, moi, je dis malheureusement. beaucoup aux gens, Ouais. c'est génétique majoritairement, tu sais, il y en a souvent dans la famille, tu sais, ah ouais, puis là, on dirait que c'est vraiment, c'est ça, il y a Mais encore cela cette dit, pensée-là. le fait de ne pas être fluide ou de sentir qu'on va avoir la con, là, ou je sais pas trop, enfin, ça gêne quand même certains élans. Là. Ça fait qu'il y a certaines fois peut-être où j'aurais pu aller parler à telle personne, j'aurais pu faire telle chose, parce que je m'en suis privé. Fait que, est-ce que c'est de la timidité dans ce cas-là? Est-ce que c'est de la gêne? Non, c'est pas tellement que je suis gêné parce que j'ai des propos qui sont pas intelligents, qui sont pas bons, c'est pas vraiment ça, mais il y a, je- il y a certaines fois peut-être où est-ce que je me suis un peu gêné de certaines affaires, mais comme ça, c'était C'est plus ça. quand j'étais plus jeune. Je pense que depuis que j'ai 20 ans, ça m'arrive plus. Là. En fait, je suis l'inverse parfois. Je parle trop vite. Là. Je me lance, puis là, j'ai comme « Oh shit, c'est quoi que je voulais dire? » Puis là, ben, en parlant, je le shit, retrouve. j'ai dit ça. Puis, c'est ça. Puis en général, j'ai une espèce de muse qui me souffle la chose que je veux dire pendant que je parle. Fait que je m'inquiète pas trop. Puis ça, l'idée vient genre... J'ai comme le signal que j'ai une chose à dire. Je me lance. Puis la chose me vient 2 secondes après. Fait que je suis comme « Phew! » Mais c'est intéressant quand même parce que souvent on entend, c'est ça, la timidité peut être la cause du bégaiement, mais souvent ça peut être le contraire. C'est le bégaiement qui est là, souvent par des causes génétiques entre autres, qui est plus complexe que ça, mais bon, disons, résumons-le. Et ça peut créer justement, comme tu dis, des moments que on s'empêche, on dit pas tout, on va pas vers l'autre. Et c'est ça, là. Puis en fait, c'est ça, tu sais, Guillaume, dans ton parcours, tu disais, les gens me prêtaient quand même cette timidité-là, où ça fait partie un peu de l'image que je projetais, cette timidité-là, mais dans le fond, je suis pas tant timide. Tu sais, tu nous disais ça, hein? Il y avait comme un peu Non, cette affaire-là de... je suis pas timide en général, là. Puis ça dépend toujours pourquoi. Là. Il y a certaines affaires, peut-être que je serais plus timide pour certaines choses, là, mais comme pour ce qui est d'approcher quelqu'un puis de lui parler, je suis pas timide. Mais dans le passé, je pense que je me suis privé un peu de ça quand j'étais plus jeune parce que j'avais peut-être un peu honte de ça aurait l'air de quoi. Mais je pense qu'il y a un moment donné où est-ce que j'ai atteint un niveau de confort puis de fluidité qui a fait que là, encore là, c'est toutes des mauvaises idées, là, mais c'est comme si j'avais atteint un niveau de fluidité qui était acceptable pour moi, puis à partir de ça, ça me gênerait plus trop. Mais comme, c'est sûr que j'ai eu des moments où est-ce que j'ai fait des fails spectaculaires qui, je dis que c'est des échecs, là, mais c'est moi qui les ai vécus de même, mais pour les autres personnes, c'était pas grave. Il y a un moment donné, dans une conférence, c'est une conférence à 40 personnes peut-être, là, puis on s'est présenté chacun notre tour, puis j'ai bégayé tellement beaucoup sur le nom de mon directeur de maîtrise, puis je me voyais faire, j'avais presque une expérience de sortie de corps, où est-ce que je me voyais en train de bégayer sur son mot, puis je me disais, il va penser que je me moque de lui, parce que je déforme son nom, puis il va penser que qu'est-ce qu'il va penser, puis qu'est-ce que les autres personnes se disent, puis encore là, moment comme la cantine où est-ce qu'Obi-Wan, il coupe un bras, puis ça dès que mon tour est fini, la prochaine personne se présente, puis les autres, puis personne n'est revenu sur ce moment-là. Puis j'ai parlé avec d'autres personnes, puis il n'y a pas personne qui est venu me voir, puis il a dit « Hey Guillaume, c'est quoi qui s'était passé à ce moment-là? » J'ai remarqué que... Fait que c'est vraiment, là, je pense qu'il y a un thème qui revient souvent, c'est que j'ai l'impression que les autres me perçoivent de manière pire que ce qui est perçu pour de vrai. Les autres personnes, en général, en fait... Des réactions mauvaises, là, c'est extrêmement rare, mais vraiment les autres te perçoivent mieux que ce que toi, tu peux te percevoir, ça, tu veux dire? Ben les gens, oui, c'est oui. ça. Comme adulte, je pense que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie que je bégaye, puis que quelqu'un me dise « Ben voyons donc, t'es donc ben X, Y, Z ». Ça m'est jamais arrivé. C'est maladroit peut-être parfois parce que je bégaye puis ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé là, ils comprennent pas. Mais il n'y a jamais de moment où est-ce que le monde dise « Ah, t'étais vraiment pas très, très bon. » Là. C'est vraiment une perception de quand j'étais enfant
qu'il faut que je travaille pour me débarrasser de ça. Il faut que comme je lutte contre ces choses-là qui me reviennent dans la tête parfois de comme là, tu vas avoir l'air fou. Non, tu n'auras pas l'air fou. Tu n'auras pas l'air fou parce que tu vas dire des choses pertinentes, tu vas prendre la place que tu mérites à telle place. Puis oui, tu vas coincer sur tel mot, puis c'est pas grave. Ouais, puis tu vas dire les mots que tu veux. Tu vas dire les mots spécifiques du travail, des mots, des termes précis que tu as besoin de dire parce que tu es compétent, parce que tu les as, les connaissances, puis c'est ça que tu vas montrer aux gens, tu sais. Que ça soit fluide ou pas, tu vas dire les bons mots, tu sais. Mais c'est vrai que c'est ça c'est pas évident hein, de se défaire quand même de ces patterns-là qui sont ancrés depuis plusieurs années. Hein. C'est ça chez les adultes aussi, que mais c'est ça fait plusieurs années que c'est pas une habitude, mais un peu là, comme un réflexe un peu, là, tu sais, de défaire ça. Ouais, ça prend du travail quand même. Mais... Ouais, qu'est-ce qui t'a aidé ou... Ouais, excuse-moi, est-ce que ça te va si je pose ma question ou préfères-tu... Ah oui, vas-y, excuse, okay. Non, c'est... Je suis pas habitué de parler à trois de même, fait que j'essaie de voir les signes de qui, c'est le tour de qui, comment. Qu'est-ce qui t'aide à changer cette perception-là de toi-même? T'as mentionné tantôt, t'as fait un retour vers l'orthophonie. Est-ce que c'était comme inconsciemment ou consciemment ce besoin-là de réparer, guérir ta perception qui t'a emmené vers l'orthophonie? Réemmener. Je vais revenir sur un moment important de ma vie avant, quand j'étais dans le coin du cégep, parce que c'est la première partie, si on veut, de la réponse, quoi, là. Au cégep, j'ai l'impression que j'ai eu une envie parce que j'étais en train pas dire de renaître comme personne, mais je découvrais plein de choses, là. Mon adolescence a commencé à 16 ans, quoi, là. Puis, j'étais en train de découvrir plein de choses, puis je prenais des cours de japonais, de piano, d'arts martiaux, je faisais toutes sortes de choses, là. Puis, techniquement, je prenais pas des cours de piano, j'apprenais à jouer tout seul, mais bon, en tout cas, blablabla. T'as une capacité d'apprentissage impressionnante, hein? Oui. Guillaume, vraiment, là, tu sais, t'as 2 maîtrises, un doctorat. Non, mais c'est très impressionnant. Non, mais c'est hot, honnêtement. Oui. OK, merci. Je suis très impressionnée. J'étais au cégep, puis je me suis dit, genre... Hey, j'aimerais faire un retour, j'aimerais revenir à l'orthophonie parce que j'en avais fait pendant 2 ans quand j'étais plus jeune. Puis je veux pas dire que ça l'avait, en guillemets, pas marché, mais ça m'avait pas amené où je voulais être, quoi. Je pense que ma fluidité avait pas été affectée vraiment par ça. Puis entre autres, j'avais une peur bleue des appels téléphoniques, là, appeler quelqu'un, puis là, tu tombes sur son père ou sa mère, puis là, il faut que tu dises « Est-ce que je pourrais parler à telle personne? » Puis tu bloques sur le « est ». Fait que l'autre personne pense que c'est comme « Oui, allô? Ah, il n'y a personne! » Puis là, il raccroche, puis c'est comme « Ah! » En tout cas. Dans le bon vieux temps des téléphones de maison. Hein, Guillaume? Ouais, les téléphones de maison. On a connu ça, nous autres, quand on était au primaire. Fait au cégep, j'ai fait de l'orthophonie, puis ça m'a comme procuré une autre voie on faisait beaucoup de lecture de texte à haute voix, puis j'ai l'impression que c'est comme si, au même titre que je bégaye pas quand je chante, ça m'a fourni une autre voix dans laquelle je bégayais pas. Fait que j'ai une voix qui est fluide, puis quand je bégaye, en général, c'est parce que je suis comme sorti de ce mode fluide-là. Enfin. Mais par accident, parce que sinon je resterais toujours dedans, là. Fait qu'au cégep, c'est comme si j'ai acquis cette capacité-là d'être plus fluide qu'avant, puis de téléphoner, puis de... Enfin, fait que j'étais relativement heureux, puis j'étais satisfait parce que c'était tellement le jour et la nuit que pour moi, j'étais comme, je suis bon pour le reste de ma vie, là. J'en aurais jamais demandé tant, puis j'en ai eu... Tant mieux. OK, cool. Tant mieux. Mais oui, ça a vraiment répondu à ce que tu avais envie à ce moment-là, ce que tu avais besoin. Tant mieux. Exact. Puis récemment, donc,
récemment, donc, puis là, j'ai un peu perdu de vue la question originale, mais je sais que ça a rapport avec ça. Récemment... Qu'est-ce qui t'a aidé avec ton image? Excuse-moi. Oui, c'est ça. Récemment, donc, j'étais un peu... Je suis tombé sur votre podcast en automne. Puis, une des choses qui m'a... Oui, en fait. Mais, une des choses... puis je dis je suis tombé, mais c'est ma copine qui m'a parlé de ce podcast-là. Là. Puis, d'ailleurs, la première date que j'ai eue avec elle, je lui ai dit « Je bégaye ». Puis ça m'a tellement soulagé parce que là, j'avais plus besoin de faire semblant que j'étais Puis il s'adonne qu'elle connaissait ça un peu déjà. Fait qu'elle me dit « Hey, tu connais-tu ce podcast-là? Tu connais-tu Puis... Ouais. Comment ça, elle connaissait le podcast puis le bégaiement? Est-ce qu'il y a un lien avec sa vie? Ou? Elle fait de la francisation avec des profs à l'université. Puis, il y a un prof qui bégaye. Puis, elle connaissait pas trop ça. Fait qu'elle s'est renseignée. Puis, elle est tombée sur votre podcast. Puis, de sorte que, en me rencontrant moi plus tard, elle dit « Hey, je suis familière déjà, Fait que là, c'était comme juste super, cool, là. Ouais, en tout cas. Je trouve ça vraiment plaisant. Ouais. Mais l'idée, là, dans une date, de dire « Je bégaye », puis, tu sais, pour pas avoir à masquer puis faire des pirouettes bizarres. Puis puis on en a parlé dans l'épisode sur le Saint-Valentin, un ancien épisode avec Maxime, entre autres, et Denis, qu'on parlait de ça, de le nommer, de... Ouais. Des fois... Donc, oui, excuse-moi, vas-y. Oh, vas-y. On a pas... J'allais faire une mini parenthèse. Des fois, il y a un backlash. Dans une date, ça fait plusieurs années, j'avais dit « je bégayais », puis là, le gars, il avait répondu « Ah, ça veut pas dire que t'es pas intelligente. » Ah ouais, comme s'il était content, là. Il était content, là. Ouais, bref. Je pense que je l'avais raconté déjà. En tout cas, fin de la parenthèse, mais j'avais juste trouvé ça drôle. J'étais comme, effectivement, je suis très intelligente, pas besoin de le nommer. C'était maladroitement dit. Peut-être qu'il y avait une intention noble derrière ça, mais c'était pas dit correctement. Mais donc, à cause de votre podcast, si on veut, ça m'a donné une perspective aussi sur comment c'était d'entendre d'autres adultes qui bégaient. Puis, je veux dire, j'en entendais pas beaucoup avant. Puis, je pense que ça m'a un peu... Tu sais, il y a beaucoup de la perception que je projette que les autres auraient de moi, qui est négative, là, genre je pense que j'ai l'air fou parce que je coince sur tel mot, je pense que je telle affaire, je pense que en tout cas, puis c'est pas vrai parce que les gens souvent ils pensent pas ça, mais je pense que votre podcast m'a aidé aussi à percevoir un peu comment est-ce que c'était d'entendre quelqu'un qui bégaye puis qui est pas moi. Quelqu'un qui perd pas sa crédibilité, quelqu'un, puis c'est au point où ça fait bizarre à dire, là, mais comme, des fois, j'ai l'impression que quand Geneviève, tu parles, puis que t'es fluide, c'est comme si j'en ai pas pour mon argent. Parce que c'est intéressant de te voir bégayer, c'est comme, ça fait partie de qu'est-ce qui a transformé ma perception de ça. Fait que si tu bégayes pas, c'est comme si, je veux dire, la partie de voir d'autres adultes bégayer, puis entre guillemets s'en foutre, ou de le vivre beaucoup mieux que je le vivais peut-être, je pense que c'est une chose que, tu l'as démontré un peu. Puis comme on a dit, cette femme-là à la conférence dont on a parlé au début, qui le déclarait avant sa présentation, pour moi, c'est un peu une démonstration de comment est-ce que ça peut se faire, comment est-ce que ça peut se vivre. Puis je pense que c'est ça, je trouvais que c'était inspirant, ça. Puis... ça fait partie des choses qui ont contribué à la transformation en cours, si on veut, de comment est-ce que je vis mon propre bégaiement. Là. Ah, je trouve ça tellement riche ce que tu dis, mais merci vraiment. Mais ça me parle tellement personnellement comme personne qui bégaye, mais comme
chercheurs aussi, tu sais, la question de la représentation, de se voir. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Marian Wright Edelman, j'espère que je prononce son nom comme attendu, mais qui est une militante activiste pour les droits des personnes noires. Puis la citation en anglais, c'est « You can't be what you can't see ». Fait que, tu sais, on peut pas être quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis quand on a accès à des meilleures représentations, des meilleurs modèles, on peut se dire « Ah, mais tu sais, je peux être comme ça moi aussi. » Tu sais, c'est une autre possibilité. Puis souvent, le problème avec le bégaiement, ben un des problèmes dans cette expérience-là qui rend ça difficile, entre autres, là, il y a des choses, mais c'est qu'on grandit avec une vision très binaire, ou même pas binaire, juste unique du bégaiement. Tu sais, ce n'est que quelque chose de mauvais. Puis comme enfant, c'est sûr qu'on a tendance à voir tout blanc ou noir. Tu sais, quand t'es enfant, t'as pas le cerveau à maturité pour la nuance. Tu sais, c'est genre, les gens aiment pas ça, c'est mauvais, j'ai l'air ridicule, les gens pensent ça. Fait que, tu sais, les pensées qui nous suivent toute notre vie, comme on dit... T'sais, oui, c'est ta perception, mais en même temps, elle vient pas de nulle part, là, comme... C'est pas de ta faute si ces pensées-là sont dans ta tête, tu sais. Puis d'être exposé à plus de visions différentes ou plus de manières d'être différentes, je pense que c'est ça qui peut faire du bien, tu sais, de se dire comme... comme la personne dans cette conférence-là, tu sais, c'est une personne qui te ressemble beaucoup, qui est dans ton domaine, qui est une chercheur aussi, qui travaille peut-être sur quelque chose de proche de toi, ou du moins qui est dans la même conférence de toi, tu sais, puis qu'elle fasse ça, c'est comme wow, ben je me reconnais en cette personne-là, puis elle est en train de faire ça, tu sais. Ah, c'est puissant, hein, ça. Puis maintenant, Guillaume, on voulait aborder avec toi le fait de parler en public. Là, on avait discuté là, de deux situations plus spécifiquement, donc tu sais, soit des entrevues professionnelles ou de par ton travail que tu vas faire des conférences ou des présentations d'affiches ou des rencontres où tu parles devant des groupes là, tu sais, dans le cadre de ton travail. Comment tu veux-tu nous dire aujourd'hui comment tu vis ça, ces situations-là? Vas-y avec celle qui te parle plus, là, l'entrevue professionnelle ou devant le public. Dans un contexte professionnel, il y a le contexte des conférences où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis, en recherche, souvent, on est appelé à présenter devant un poster. Puis là, on est dans une grande salle, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui passent, puis là, on en parle, puis il y a un poster, en tout cas. Puis ça, j'ai l'impression que, avant, je faisais beaucoup de masquage plus, là, genre d'éviter certains mots, et puis en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est un contexte où est-ce que je pouvais faire des plus grands gestes, changer ma voix un peu, faire certaines choses qui faisaient que ça a toujours été facile pour moi de parler avec beaucoup de personnes. J'avais un poster devant moi, fait que si je bloquais sur un mot, je pouvais le pointer, quoi, là. Puis je dis pas que faire de l'évitement, c'est la solution, là, mais je dis qu'il y a certains contextes où est-ce que je pense que professionnellement, j'ai beaucoup utilisé l'art de faire des bonnes slides ou des bons posters pour pallier au fait que j'allais pas être toujours fluide. Puis je pense que ça a le rapport aussi avec comment on peut se donner un break, là. T'sais, on peut pas se sentir mal si on bloque à certaines places, mais en quelque part, ça veut pas dire que... Est-ce que c'est une béquille d'avoir des bonnes slides ou c'est juste ou c'est juste s'outiller pour se donner les meilleures chances? Je dirais, si les slides contiennent Si les slides contiennent tout le texte que tu veux dire et puis tu fais juste lire, puis quand tu bloques, tu as le pointeur qui passe au prochain mot, je dirais non, c'est pas ça l'affaire. Sauf que des fois, c'est un plan de backup, quoi. C'est que je coince sur un certain mot, si je le dis de manière pas très fluide, c'est possible que même si je me sente mal ou que j'essaye de pas me sentir mal, que les gens aient pas compris. Fait que c'est pratique quand tu as des bonnes slides ou un bon poster.
ce qui est aussi un challenge, je dirais, pour les présentations devant les groupes, c'est aussi, si le groupe est assez petit, j'ai encore une certaine gêne par rapport à l'idée de, genre, déclarer devant 8 personnes, je bégaye, si je coince sur un mot, puis là, t'as 7 personnes sur les 8 qui diraient « Guillaume, on le sait, tu le dis à chaque fois, là. Peux-tu arrêter, là? » Tu sais, je veux dire, ça m'est pas arrivé, sauf que je serais moins confortable à faire ça dans un groupe de personnes que je connais ou que je connais assez que devant 300 personnes que je connais pas. Parce que sur les 300, je dirais, il y a 98% de ces personnes-là qui ont besoin d'entendre ça, puis ça va faire du bien que je le dise, mais je le dirais peut-être pas à chaque fois que je présente devant ce groupe-là de 300 personnes, à chaque 2 minutes, là, petit rappel en tout cas. Puis l'autre aspect à la question aussi, c'est pour les entrevues professionnelles. Historiquement parlant, ça m'est pas arrivé de le déclarer souvent, mais rétrospectivement, j'aurais dû le faire beaucoup plus. Les 2 fois où je l'ai fait, ça l'a joué en ma faveur, puis on me l'a dit après. On me l'a dit parce que il y a une certaine entrevue que j'ai faite là, pour ce qui a ultimement mené à ce que j'intègre le lab où j'ai fait mon doctorat, là. Mais c'était une entrevue avec des côtés techniques, mais aussi on parlait de moi puis de mon cheminement. Puis, il y a un moment donné où est-ce que le professeur m'a demandé si la raison pourquoi est-ce que j'avais pas continué en recherche, c'était à cause de mon bégaiement. Puis je lui ai dit que oui, ça m'avait gêné un peu. Je me sentais un peu que peut-être que je serais pas capable de donner la performance que je m'attendais à ce qu'un bon professeur donne. Puis ça m'avait gêné un peu. Puis on en a parlé. Puis dans les faits, ça m'a pas vraiment gêné. Genre, je pense que j'ai cette perspective-là, mais comme on le saura jamais, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est que l'autre personne qui était présente m'a dit après coup que ça l'avait absolument charmé, le fait que j'ai dit ça. Le fait que j'ai pu me montrer vulnérable à ce moment-là. Parce qu'en recherche, c'est plein de personnes qui ont un ego géant. C'est plein de personnes qui ont de la misère à admettre quand elles ont tort. Ouais, puis, le fait que je rentre là, puis que je dise, écoutez, je suis vulnérable aussi, puis ça m'arrive de sentir que je... Tu sais, je veux dire, puis, je suis pas en train de dire que la raison pourquoi est-ce que j'ai eu ce poste-là, c'était un acte de charité, là. C'était vraiment pas ça. J'étais là, j'avais les compétences, j'amenais beaucoup, j'ai comme excellé dans ce poste-là. C'était vraiment une bonne idée. Mais ça l'a aussi amené le côté humain de dire, je suis pas un douchebag qui rentre là puis qui s'imagine qu'il est meilleur puis ci puis ça. Fait que ça l'a aidé pour cet aspect-là. Mais comme j'aurais pas pu avoir cet emploi-là juste en disant je bégaye donc je suis vulnérable donc c'est ça. C'est vraiment pas ça. Mais ça faisait partie du portrait. Être compétent puis être capable de parler de ça. Oui, être capable de s'ouvrir face à certaines parties de soi. Cette fois-là, best thing ever. Il y a d'autres fois où est-ce que j'en ai pas parlé puis je le saurai jamais. Est-ce que la fois où j'ai pas impressionné telle personne ou telle autre, c'est parce qu'ils comprenaient pas qu'est-ce que je vivais? Est-ce qu'ils pensaient que mon anglais était pas très bon? Parce que quand c'est une entrevue en anglais, si tu dis pas que tu gay, les gens ils vont peut-être penser que c'est parce que ton anglais est pas très très bon. Puis ils vont dire ouais, tu sais, cette personne-là elle s'exprime mal, il cherche trop ses mots, je pense qu'il comprend pas tel truc. Puis ça, c'est pas bien, là, genre ça joue vraiment pas en ma faveur. Fait que c'est pour ça que je dis que rétrospectivement, là, je l'aurais déclaré à toutes les fois. Maintenant, on le saura jamais. Ouais, mais je faisais beaucoup de masquage. Ouais. Je tiens à dire, par exemple, qu'il y a certaines personnes avec des bégaiements très prononcés qui ne peuvent pas le cacher. Donc, je tiens à dire quand même que ceux qui nous écoutent aussi ne peuvent vivre des situations différemment aussi. Donc, on n'est pas en train de dire aussi à tout le monde d'annoncer le bégaiement en entrevue professionnelle ou... Et parce que... en tout cas, c'est ça. C'est du cas par cas, puis on veut pas que certaines personnes qui écoutent se sentent...
ben pas lésées, mais que ça se sentent différentes par rapport à ça. Mais quand même, ce qu'on veut montrer, c'est que ça peut être intéressant de le montrer, de le nommer. Ça veut dire que ça peut être un plus peut-être. Avec peu importe le niveau de bégaiement, de le nommer ouvertement. Ça, on pense, en tout cas, moi, je pense que ça peut être quelque chose de pertinent dans un contexte d'entrevue, là, si on reste dans ce contexte-là. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes que c'est ça, qui ont des bégaiements beaucoup plus importants, puis qui peuvent pas le cacher, là. Ouais, c'est clairement une chose que j'aurais appliquée à ma propre vie. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais toujours, là, mais je pense que je parle plus pour moi. Ben, je sais pas si c'est correct que j'ai nommé ça, parce que je suis en train de me dire, je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast des fois, qui se disent, ben c'est ça, il n'y a pas assez de bégaiement. Tu sais, comme quand tu disais, j'écoute Geneviève, puis je l'entends pas assez bégayer, il y en a pas assez. Tu sais, fait qu'en tout cas, c'est ça, j'essaie de penser un peu à tous les types de niveaux de bégaiement, là. Mais bon, voilà. Pour moi, ce qui ressortait de ce que Guillaume, tu partages, c'était, tu sais, quand tu parlais des présentations, les diapositives, est-ce que j'ajoute plus de contenu dessus au cas où comme backup, annoncer mon bégaiement, tu sais, je pense comme personne qui bégait, c'est d'être à alerte, d'avoir conscience de ses stratégies, possibilités, outils, façons de gérer, en sachant que ça existe, tu sais, il y a pas, c'est pas... puis chaque personne qui bégait différemment, nos expériences, tu sais, vont être influencées par le niveau de bégaiement, tu sais, par plein de choses, puis c'est de savoir, OK, mais il y a des personnes qui bégayent qui font ça, peut-être pour cette présentation-là, j'aime mieux, tu sais, je sais pas, moi, si t'es en droit ou dans un domaine juridique, puis là, il faut absolument que les mots soient tout écrit. Mots-là, ben, tu sais, c'est ça, puis d'avoir conscience de pourquoi je fais ça dans cette situation-là, tu sais, de développer une flexibilité, tu sais. Ah, j'ai tous ces outils-là par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que je préfère, pourquoi, tu sais. Comme, il n'y a pas intrinsèquement de bon ou mauvais choix, tu sais. Exact. On sait que de manière générale, mettons, éviter constamment, systématiquement, peut avoir des conséquences, mais dans certaines situations, ça peut être mieux, tu sais. Oui, exact, comme tu l'as nommé tantôt, Guillaume, tu sais. C'est-à-dire que des fois, dans certaines situations, d'avoir de l'évitement, ben ça m'a servi. Puis effectivement, c'est ça, c'est ça, c'est toutes des possibilités, ce n'est pas prescriptif, là, tu sais, ce qu'on nomme. Ouais, je pense que ça c'est relié aussi avec... parfois, se donner un break, là. Dans le foie, tu sais, il y a les histoires de comme, tu sais, bégayer avec fierté, puis ci, puis ça, tu sais. Je veux pas dire des fois ça me tente pas, là, mais en tout cas, mais comme... Ben oui, mais tout le monde le dit. Parce qu'il y a plein de monde, ça leur tente pas dans tout d'entendre ça. Ils sont comme, voyons, oui. Non, c'est tout à fait valide aussi. C'est ça, tous les sujets sont tous là. Puis après ça, c'est de naviguer là-dedans puis d'être le plus en accord avec ce qu'on veut vraiment au fond de soi, tu sais. Mais des fois, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, ouais. Je dirais aussi que par rapport à accepter son propre bégaiement puis être confortable avec ses moments de dysfluidité, il y a une chose qui m'est arrivée dans ma vie quand j'avais environ 20 ans. Là. J'ai gagné un concours de maths au cégep. Ben, je me suis placé dans les 3 premiers, en tout cas. Puis parmi les prix, on avait une semaine payée à Montréal, à l'UQAM. Puis on allait avoir des cours de maths par les professeurs là, puis ils parleraient de plein de choses, en tout cas. Fait qu'on s'est retrouvé à être une talle de genre... Cool. Ouais, c'est hot! C'est vraiment cool! Fait qu'on s'est retrouvé à être des cours de maths! Ben, c'était vraiment le fun. Paradoxalement, c'était vraiment le fun parce que... Non, c'est malade! J'en doute pas du tout, c'est juste drôle tout de même. Puis j'ai rencontré pendant cette semaine-là une fille de Laval qui venait d'un contexte complètement différent. L'Université Laval, tu veux dire? De Laval au nord de Montréal. Ah, de Laval, de la ville de Laval. Okay, okay. On était au cégep, toute la gang. Okay. Puis, ça donne qu'en fait, de un, elle s'est placée avec une meilleure note que moi à ce concours de maths-là. Fait que déjà là, j'étais comme, oh shit, elle est plus intelligente que moi. Respect. Non, c'est pas vrai, ça marche pas de même, mais comme, j'étais genre, oh shit. En tout cas, mais il s'adonne qu'elle était chrétienne.
Puis elle était chrétienne, mais genre, elle croyait à la Bible, genre, solide. Puis pour moi, c'était vraiment bizarre parce que j'en avais jamais vu des jeunes de même qui, de surcroît, s'étaient placés plus haut que moi au concours de maths. Fait que c'était vraiment une bibite bizarre, puis je voulais comprendre un peu, en tout cas. Puis aussi, je voulais la déconvertir comme si je pouvais lui expliquer ça. Puis ça a été, disons, ça n'a pas été des discussions productives, mais il y a eu un moment dedans, par contre, qui a été très enrichissant pour moi. Puis ça l'a été, à un moment donné, parce qu'on est devenus amis, puis mon but, c'est pas trop de parler d'elle, mais à un moment donné, sa grand-mère est morte, je pense, si je me souviens bien. Puis elle était triste à cause de ça. Puis moi, pas pour être fendant, mais pour être comme mais pourquoi est-ce que t'es triste? Elle va aller au ciel. Mais tu sais, pour y j'étais mettre quand même ses curieux, contradictions je disais- en pleine face, là, pour mettre un peu... Ouais, c'est ça, c'est genre paf, 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 mais comme c'était pas le moment de l'attaquer, c'était de l'empathie. Mais je me demandais quand même, tu sais, genre, tu vis ça comment? Tu sais, c'était plus un comment est-ce que tu vis ça? Puis ce qu'elle m'a dit, c'est je suis humaine, puis des fois, je peux être triste pareil. Puis oui, j'y crois, mais des fois, c'est difficile. Puis ça a été la première fois que j'ai perçu, si on veut, que sa foi, c'était un travail qu'elle devait fournir pour rester dans sa foi. C'était pas comme un théorème de maths où est-ce que tu y crois, puis il faudrait vraiment que tu te forces pour pas y croire parce que la réalité s'impose. Là. C'est vraiment c'est un acte qu'elle faisait à tous les jours pour travailler, pour garder sa foi, pour la vivre, pour l'intégrer dans tout. Puis, donc, c'est la seule fois que ça a été productif de parler de ça avec elle. Mais la raison pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que apprécier son bégaiement, apprécier le fait que dans la vie, on s'est fait donner cette qualité-là, qui est un défaut, c'est une qualité, je sais pas trop quoi, cette propriété-là, des fois, ça demande tout un exercice pour essayer de le vivre positivement, parce que c'est facile des fois de sentir que, c'est pas un cadeau, puis que je m'en débarrasserais bien, puis je prendrais bien la fameuse pilule de tu bégayes plus. Mais c'est ça, je pense que c'est normal les jours où est-ce que t'as pas envie je veux dire, le fait que des bonnes slides servent de backup pour donner une bonne présentation, on pourrait dire mais si ton bégaiement te faisait plaisir, t'aurais pas besoin de slides de même, t'aurais des slides blanches presque, ou t'aurais des slides presque qui te nuisent pour que tu bégayes plus parce que t'as dit que tu l'aimais. Puis j'ai comme, non, c'est compliqué. C'est comme, la grand-mère est morte, est-ce qu'elle est au ciel? C'est comme, ouais, mais je suis triste parce que je suis humain. Puis là, c'est comme, ouais, mais je suis pas fluide, puis cette journée-là, ça me stresse, puis cette journée-là, j'ai de la misère à le vivre. Puis des fois, il faut un peu essayer de gérer ses combats, puis d'essayer de se donner le plus de chance pour que quand on bloque, que ça soit moins pire, puis que ce niveau-là de non-fluidité soit plus facile à apprécier qu'un niveau plus extrême où est-ce que là, on se sentirait pire. Fait que peut-être que l'objectif, c'est d'être absolument parfait, puis ne pas jamais avoir de failles, puis de se juger, mais comme en chemin vers ça, je pense que c'est correct de mêler un peu de moments où est-ce qu'on n'est pas particulièrement fier, puis de se rappeler des personnes autour de nous qui bégayent, puis d'autres exemples, quoi. Fait que tu sais, c'est un espèce En fait, c'est un acte de jonglerie un peu bizarre, je trouve, de cultiver cet état-là, d'être acceptant envers soi, d'être plus doux avec soi-même. Je pense que c'est un des thèmes récents dans ma vie que j'essaie d'intégrer plus, tant par rapport au bégaiement que par rapport à autre chose. Là. Je pense que... ouais. Non, tout à fait. C'était vraiment une belle... c'est intéressant, cette analogie-là avec cette amie-là chrétienne. Puis, en terminant, Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens que tu aimerais explorer ou apprivoiser encore par rapport à la relation que tu as avec le bégaiement? Je dois dire que je suis encore en train d'intégrer les leçons récentes, là, si on veut. Comme je dis,
j'ai fait de l'orthophonie en automne, cet hiver, puis ben, ça m'a aidé à cheminer un peu, mais comme je suis pas arrivé encore, là, il y a des... J'étais encore en train d'essayer d'intégrer comment est-ce que ça fonctionne dans ma vie, comment est-ce que professionnellement je le déclare. Ça m'est arrivé beaucoup plus cet hiver dans des circonstances au travail où est-ce que j'ai bloqué puis il y a quelqu'un qui a fini mes mots. Ça m'est arrivé ensuite de prendre cette personne-là à part puis de lui expliquer un peu. Puis, ben, en général, ça marche toujours bien. C'est toujours « Ah, je savais pas, excuse. » Non, ça marche, c'est cool. Mais puis je trouve que ben, c'est une chose que j'aimerais faire de plus en plus. Puis, ben, c'est pas nécessairement facile à faire. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mettre dans un contexte où est-ce que la personne me coupait toujours. Puis là, puis à un moment donné, j'ai comme « OK, regarde, je bégaye, là. Peux-tu arrêter de finir mes mots, là? C'est vraiment difficile, là. » Puis, ben, j'étais pas fier de moi parce que j'avais une réaction un peu fâchée cette fois-là, là. Puis, mais c'est parce que je suis pas encore habitué de faire ça. Je suis pas encore 100% serein dans ça. Puis, bon, j'ai pas été full bête, mais comme après ça, j'y ai repensé, puis j'étais pas fier de ma performance, quoi, là. Mais je pense que c'est une chose que je veux faire plus souvent, je veux le faire plus habilement. Puis ensuite, j'ai parlé avec cette personne-là, puis on s'est expliqué, tu sais, ça n'a pas été un problème, là, puis on a parlé pendant une heure après, puis youpi, là. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire plus habilement au moment opportun. Puis encore là, ben juste venir à votre podcast, c'est une chose que je dois dire que c'est encore une chose qui est pas 100% claire dans ma tête. Est-ce qu'au travail, je vais le poster sur notre Slack à l'interne puis dire j'ai été à ce podcast-là parce que je bégaye puis je voulais en parler puis ci puis ça puis là hashtag j'ai l'intention de le faire. J'ai l'intention de le faire, mais c'est le genre de choses que l'année passée, j'aurais jamais fait. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du cheminement qu'un peu plus d'assumer ce rôle-là. Puis voilà, je pense que ça sera une des choses que je dirai à la fin. Oui. Puis, tu sais, c'est tellement correct d'être fâché. Comme dans le sens que, évidemment, on va pas se mettre à être fâché après tout le monde, puis tu sais, il y a une façon de vivre en société, puis tout. Mais c'est normal de ressentir, tu sais, de se sentir fâché des fois. Puis comme, je veux pas que les gens aient l'idée, tu sais, peut-être en m'écoutant ou en écoutant d'autres personnes qui bégayent, que tu sais, t'arrives à un point où t'acceptes, puis comme t'as plus jamais d'émotions... Puis tout est beau. ...négatives, tu sais. Mettons, juste hier, je parlais à ma mère au téléphone, puis j'ai eu un moment... j'ai bloqué sur le mot de vie. Parce qu'on parlait de rénovation dans sa maison. Bref, de vie. Puis tu sais, j'ai eu un moment de blocage, mais comme que j'ai eu la pensée, voyons, je sais pas comment je vais me sortir dans ce moment. J'étais là puis genre, je recommençais, puis je bloquais toujours. C'était comme... Je sais pas combien de temps que ça a duré, mais j'ai pas aimé l'expérience. Puis là, ma mère a fini par dire le mot pour moi, de vie. Là, j'étais comme, ouais, de vie. Mais genre, ça m'a tellement fâchée. J'étais comme, oh, ça m'énerve. Pourquoi qu'elle a dit le mot? Mais genre, j'ai comme rien dit parce qu'elle a juste continué à parler dans la conversation, mais j'étais genre fâchée à l'autre bout du téléphone, genre, ça m'énerve, je suis fâchée. Mais mais comme, je sais pas si elle s'en est rendu compte, tu sais, puis finalement, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu aussi en parler. Tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que ben, ce que je vois qui se dégage de ton histoire, puis tout, c'est tellement beau puis important parce que c'est les nuances, tu sais. Apprendre comme, c'est vraiment, pour moi, aller vers le mieux-être, c'est comme être plus conscient. Tu sais, de s'observer, observer ses réactions, juste être plus conscient de ce qui se passe. Plus conscient et plus doux aussi. Ouais. Plus doux envers soi-même, puis envers les choix qu'on peut faire, puis les revers qu'on peut vivre, être plus doux. Ouais. J'ai une autre... Ouais. Pardon. J'ai un autre truc aussi dans... excuse, je vais pas te... Ah non, j'avais fini. OK. On avait parlé aussi à un moment donné une autre histoire de quand j'étais plus jeune que j'aimais bien, là. J'ai un ami que j'avais quand j'avais... En tout cas, bon, regarde, c'est pas vraiment grave, là. On était ados,
mettons qu'on avait 18 ans peut-être, là. Puis j'étais très proche de lui. Puis, il y a un moment donné, quand on a parlé au téléphone un moment donné pendant 9 heures, là. Mais comme ça, c'était les... En tout cas, mais juste te dire, c'était quelqu'un dont j'étais très proche, là. C'est Puis, cool. Genre, vous écoutez la télé ensemble, ouais, puis là, tu sais, là, Non, on a parlé toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève. Wow! Ouais, c'est vraiment comme... En tout cas, ce que j'ai jamais fait avec personne, en tout cas, pas pendant 9 heures. Je pense aussi qu'on voulait chacun briser un record de temps là, en disant genre « Hey, fuck, on a parlé pendant 9 heures de temps, c'est donc bien hardcore. » En tout cas, mais tu sais, vers la fin, on n'avait plus rien à se dire, puis c'est comme « Bon, OK, je pense qu'on va aller se coucher. » là. Mais, en tout cas... mais il y a un moment donné où est-ce que on marchait à quelque part, puis on parlait de... Je me souviens plus trop quoi. Puis, j'y parlais de mon bégaiement, puis de comment est-ce que je vivais ça. Puis, c'est pas une chose dont je parlais avec les autres personnes trop, là. Puis même avec lui, j'en parlais pas trop souvent. Mais comme cette fois-là, j'en ai parlé. Puis, il m'a dit... Guillaume, ton bégaiement, là, ça figure tellement pas sur les caractéristiques que je te donne. Genre, si je pense à genre les 10 affaires que tu es, là, tu es quelqu'un qui... Puis là, on peut faire une liste, là, pac. Puis ton bégaiement, il est comme en position genre 30, là. Puis moi, ça m'a un peu fait fondre. Je suis comme, oh my God, c'est tellement... Merci! Tu sais pas ce que ça veut dire pour moi. Moi c'est... Mais parce que pour moi, c'était une chose qui me limitait vraiment dans ma vie. Là. Genre, je me sentais... Puis ça, c'était pré-cégep. Là. C'est pré le moment où est-ce que ça l'a débarré. Là. C'était dans le moment où est-ce que je n'étais pas capable de téléphoner à quelqu'un parce que je n'étais pas capable de dire « Est-ce que je pourrais parler à... » Enfin. Puis, le fait que cet ami-là me dise que pour lui, ça figurait même pas dans sa description de qui j'étais... C'était un mélange de comme « Oh, wow, c'est donc bien beau, merci », puis un mélange de « Ah, mais toi, t'as pas rien compris d'abord, là. » C'est genre, tu comprends pas à quel point est-ce que pour moi, c'est un drame, puis c'est la fin du monde, ça me gêne par rapport à ce que je vais faire comme travail. J'ai peur de choisir une profession qui va nécessiter que je parle, puis j'ai peur, parce que c'est pas de la gêne là, pour parler à d'autres personnes, mais quand je suis dans un party puis que je parle à quelqu'un, je me sens un peu genre, je joue l'espèce de petite game de je masque à quel point est-ce que la personne sait, que la personne ne sait pas, comment est-ce que... Pour moi, c'est majeur, puis le fait que pour toi, ça soit rien, genre que ça soit pas dans ta perception de moi, soit que je le communique mal, à quel point est-ce que pour moi c'est majeur, soit que c'est juste majeur pour moi, puis pour les autres, c'est vraiment rien, puis je devrais apprendre de ça. Mais en fait, tu sais, c'était à la fois un beau moment, un changement de perspective, puis aussi, c'était un des moments marquants, je trouvais, là. Ouais, c'est comme, un peu comme d'autres traits qui sont mal compris ou stigmatisés, tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, pour moi que, je vois même pas que t'es gay ou genre, je vois même pas que t'es noir. C'est comme, OK, mais genre, ça fait partie de moi. Puis comme j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie à cause de ça, tu sais, c'est comme, c'est ça, je vois tellement ce que tu veux dire, la dualité de, pour eux, ça ressort pas tant que ça, c'est pas important, mais en même temps, je me sens pas vue, là, dans dans une grosse partie de mon identité. Ouais. Merci pour ces réflexions-là, de te livrer. T'as vraiment des talents pour raconter. Tu sais, il y a plusieurs moments dans l'épisode que c'est des histoires, tu sais, puis que tu nous emmènes dans l'histoire. T'es un conteur. Vraiment, les analogies que t'as faites, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci encore, Guillaume. Puis, cool. À bientôt. Bye. À bientôt. Bye. Allô, c'est encore moi. Puis là, je fais un petit épilogue, une sorte de suivi 6 mois après l'enregistrement, parce qu'il y a une suite à mon anecdote initiale avec la chercheuse qui annonce son bégaiement. Suite à l'enregistrement du podcast, j'ai eu la chance de donner une présentation dans un centre de recherche au Danemark. J'avais vraiment envie d'appliquer ma résolution de déclarer mon bégaiement, mais je savais pas comment le glisser sans que ça ait l'air trop. Bonjour, je vais faire une slide entière pour attirer l'attention sur mon bégaiement avec un diagramme anatomique de mes plis vocaux. Ça me tentait pas de faire ça.
Puis ben, l'affaire, c'est que j'étais sur le décalage horaire solide, là. Puis je faisais de l'insomnie la veille, ce qui est toujours joyeux avant une présentation. Mais au milieu de mon insomnie, j'ai pensé à une manière de divulguer mon bégaiement. J'ai eu une épiphanie au milieu de la nuit. Le lendemain, j'étais arrivé là tôt, j'ai jasé avec mon hôte, puis avec le directeur de l'institut. Je me suis fait un petit café dans leur cuisine, puis on a réglé tous les problèmes habituels de Wi-Fi puis d'audiovisuel. Puis j'avais une diapo au début pour parler de moi. Mais j'ai mentionné après que j'avais 2 choses à dire me concernant, qui n'étaient pas sur les slides. Ah, OK, mais qu'est-ce que j'allais donc leur dire? Ben, premièrement, je leur ai dit, je suis affecté par le décalage horaire, donc peut-être que je serais pas aussi vif d'esprit qu'en temps normal. Puis deuxièmement, ben, je bégaye. Donc, si jamais je coince sur un mot ou que je répète un mot, ben, c'est pour ça. Puis c'est pas parce que je souffre du décalage horaire. Puis là, je trouvais que ça mettait une certaine légèreté à la chose, parce que c'était vraiment ça que je voulais aller chercher. Puis j'ai repris les mots de la chercheuse de la chercheuse au début de mon histoire, avec le « si jamais vous remarquez que je dis le même mot plusieurs fois ou que je bloque, ben c'est à cause de ça. » Je trouve que c'est tellement simple. Puis en même temps, ça fait comme si on était à l'extérieur, là. Si jamais vous remarquez que, ben... Puis ben ça s'est passé super bien ensuite. Pour ma présentation, là, en termes de fluidité, genre, ouais, la fameuse fluidité, là. Mais surtout en termes de mon état interne. Ça s'est vraiment passé dans le calme. J'avais le calme intérieur. J'étais pas stressé de m'enfarger dans mes mots. Puis ben, j'étais préparé pour cette présentation-là, mais ça s'est vécu d'une manière différente. Puis même, j'avais quasiment hâte de bégayer dans ma présentation pour justifier ma divulgation du début. Sinon, c'est comme si je me moquais d'eux, là. Bonjour, je vais déclarer au début de ma présentation que je bégaye, puis dans le fond, je bégaye pas. Mais tu sais, c'est... Enfin... Puis là, ben, quelques heures plus tard, après ma présentation, puis après des longues discussions avec tout le monde en lunchant, ben, je suis sorti de là, puis j'ai été prendre une marche dans le jardin botanique juste à côté. Puis j'étais vraiment fier de comment ça s'était passé. Mais surtout, de comment je l'avais faite. Merci à tous et toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, l'ABC, qui est une association pour les adultes qui bégayent. Merci à Alexandre Kalelis, qui est un adulte qui bégaye et qui s'occupe de la post-production du podcast. Mais merci aussi à Audrey Bigra et aux membres du conseil d'administration de l'ABC pour la réécoute et la révision du contenu des épisodes. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître tous les services, les ressources et les activités de l'ABC et suivez-nous sur Instagram et Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Si vous aimez Je suis un podcast, et on espère que oui, Oui! abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. Merci! À la prochaine!